En Barreau, en ce jour mercredi, rappelons toujours que la rediffusion de notre émission En Barreau sur Alliance 92 est le dimanche pour la version française à 9h25 et pour la version malgache à midi. Et pour ce jour, donc, on reçoit ici la juriste ainsi que membre de l'Observatoire de la vie publique, Saoundra Benarive. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Tout a été dit à travers des interprétations strictes, élargies, coincées, sous tous ces angles, mais en fin de compte, on est resté là sur un traitement de texte, puisqu'on parle de constitution, et même parfois les juges s'y perdent. C'est ça, ce qui est un peu quand même inquiétant. Et quand on parle de constitution, c'est interprétation stricte, il me semble. Et c'est comme si on est en train de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et quand on fait une interprétation plus élargie, là, c'est les deux bouts de pelote qu'on cherche, qu'on fait. Est-ce que ça peut faire tenir un pays dans sa crédibilité de telles lois ? Oui, alors, effectivement, essentiellement, cette décision numéro 18 de la Haute Cour constitutionnelle est surprenante parce que d'un côté, elle semblait vouloir résoudre un certain problème et elle ne fait qu'en créer d'autres. Et comme vous dites, c'est sujet maintenant à interprétation. Chacun pourra sortir ses notes de plusieurs pages pour l'interprétation de cette décision qui aurait pu être plus claire et qui aurait pu être moins controversée. Ce qui m'étonne le plus, parce que c'est une décision assez surprenante, effectivement. Ce qui m'a étonné le plus, c'était le fait de retourner à des avis et des arrêts qui datent de février 2014. Alors que depuis février 2014, on peut dire que beaucoup d'eau est passée sous le pont et qu'il y a eu des décisions différentes, il y a eu des avis différents depuis février 2014, mais la HCC a fait comme si elle n'existait pas, ces décisions-là et ces avis-là, et on est revenu à la situation status quo ante de février 2014, où la proclamation officielle des résultats des élections législatives donnait au MAPAR une majorité relative à l'Assemblée nationale et donnait au HVM aucun député à l'Assemblée nationale. Et c'est donc cela qui surprend, surtout, certainement ça a probablement même surpris le parti au pouvoir, parce qu'il se retrouve 48 heures plus tard qu'ils ont été absolument exclus de ce processus. Et donc c'est difficile à comprendre, et comme vous dites, les juristes chevronnés, on se demande et quid de la jurisprudence intermédiaire et pourquoi ces avis et arrêts-là, pourquoi ceux-là et pas d'autres. Donc je suis entièrement d'accord, on revient à l'article 54 de la Constitution, encore une fois, la désignation du Premier ministre, et en plus d'autres points aussi qui étonnent, comme pratiquement la fixation de la date de l'élection présidentielle, etc. Et peut-être la Haute Cour constitutionnelle voulait aussi ménager la chèvre et le chou pour calmer les esprits un peu, mais tout compte fait, voilà le résultat. On parle maintenant de déposer requête sur requête, et de l'autre côté, on dit majoritaire, mais le peuple dans tout cela s'y perd. Absolument, ce n'est pas étonnant si le peuple s'y perd, les juristes déjà s'y perdent. Effectivement, il semblait, je ne sais pas quel était vraiment l'objectif de la Haute Cour constitutionnelle ici, sauf qu'ils ont évité de prononcer la déchéance du président de la République. En même temps... Est-ce que ça aurait été fatal ? Oui, je pense, ça n'aurait pas été la solution. Mais, et peut-être que pour certains, ils désiraient
la déchéance du Premier ministre et des ministres. Bon, on a l'impression effectivement que la HCC revient sur le fameux pacte de responsabilité qu'ils avaient suggéré dans le temps, et ayant vu que les politiciens n'avaient pas compris de quoi ils parlaient, ils ont carrément donné quelques pistes, des exemples. Voilà un exemple de pacte de responsabilité ou d'accord politique. Il reste toujours l'article 14 quand même de cette décision qui laisse la voie ouverte pendant 10 jours exactement, à partir du 25 mai 2018, aux différents partis de se mettre d'accord autour d'un accord politique. Faute de quoi, les dispositions de cette décision seront l'accord politique applicable à Madagascar. Et il va falloir faire avec. Donc, nous avons une très courte fenêtre pour mettre en place une autre situation, si ceux qui sont exclus ne sont pas d'accord, etc. Mais sinon, il va falloir y aller dans 10 jours avec le Premier ministre de consensus, etc. Il a été déjà dit maintes fois d'ailleurs, et c'est vous qui l'avez fait part sur Ambaro, que si on parle d'élections, il faut se préparer minutieusement et bel et bien à l'avance. Voilà donc le résultat quand on a des textes qui sont de l'à peu près, mais surtout sur mesure par rapport aux candidats prêts à gagner. Et voilà, on paye les conséquences maintenant, c'est cela ? Exactement. Donc, il faudrait, à mon avis, il est temps pour ces parlementaires, les 73 députés, de revenir le plus rapidement possible à Tsimbazaz, parce que nous sommes en session ordinaire. Elle va expirer dans 1 mois. Il reste encore plus de 30 jours. Il y a le temps encore et il y a nécessité et urgence de finaliser le cadre juridique des élections. La loi électorale n'est pas encore finalisée, c'est le moment de le faire et de ne pas perdre de temps encore avec des mouvements de rue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, si les élections vont avoir lieu pendant la saison sèche, qui est plus ou moins entendu comme être entre le 30 avril et le 30 novembre, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour organiser les élections. Et justement, rien que la convocation des électeurs, on doit avoir lieu 90 jours avant le premier tour. Donc déjà, on parle de septembre, le plus tôt pour le premier tour. On est très limite là déjà. Très limite, et on n'a plus de temps à perdre. Et je pense que ce que les Malgaches souhaitent aujourd'hui, eux, ils se foutent peut-être de qui est ministre ou Premier ministre. Ce qu'ils veulent sont des élections crédible et accepté par tous, où celui qui est élu a vraiment gagné et on n'a pas triché pour lui, et que on passe à la phase suivante. Le pays a besoin de cette alternance apaisée et calme. Mais telles que vont les choses, on se demande si on va y arriver. Mais justement, la CENI a fait part tout dernièrement que pour des élections crédibles, il faut trouver très rapidement un accord politique afin de se mettre à l'avant par rapport à ces élections. Mais la CENI aussi n'est pas reconnue pour autant dans sa prestance au niveau des 73 députés. Alors, à quel saint se vouer ? Oui, j'avoue, quand j'ai vu le communiqué que la CENI avait fait sur les propositions de 3 dates pour les élections, dont les élections anticipées en août ou reportées en mai 2019, l'analyse juridique n'était pas très fine. Je dirais même qu'il y avait là vraiment de l'anticonstitutionnel à outrance. C'était un peu incroyable. Et donc on voit ça et c'est incroyablement inquiétant par rapport à l'organisation des élections même. Et la CENI se trouve un peu tirée vers tout ce drame politique au lieu de se concentrer sur la préparation de l'élection vraiment sur terrain. Et parce que, par exemple, on ne sait pas si la liste électorale, etc., est-ce qu'elle est finalisée, est-ce qu'ils sont prêts avec tous les démembrements, l'éducation électorale, genre de choses comme ça. Donc, c'est vrai que la CENI est déjà une institution compromise. Ce qu'on doit espérer, c'est que la victoire de celui qui va gagner ces élections soit crédible. C'est-à-dire qu'il y a une observation parallèle, je dirais même une remontée en parallèle des résultats des élections, avec la société civile et les médias, un peu comme
Ange Radzoué l'avait fait pour la mairie en 2007. Et que ce soit incontestable. Parce que je crois, oui, que parmi ceux qu'on doit observer, c'est la CENI elle-même. Et espérons, on croise les doigts, qu'elle pourra vraiment organiser ces élections de manière à ce qu'elles ne soient pas contestées. Parce qu'on n'aura pas besoin. Déjà, on a la crise déjà plus ou moins préélectorale. Hein, on ne veut pas après. Justement, la société civile a fait part de cela en disant « Cela ne se règle pas entre trois partis politiques. C'est nous, la société civile, on existe, le peuple existe. » Vous êtes d'accord ? Absolument d'accord. Il est temps que le peuple se prononce, mais que son choix soit vraiment reflété dans les résultats. Mais de cette réaction de Rouille, est-ce à dire qu'il y a une frustration quand même, puisque ça a été présenté donc par rapport aux lois électorales des amendements, par exemple, ça n'a pas été pris en compte. Maintenant, là, c'est plutôt entre politique et la société civile se planche dans les ateliers comme d'habitude. Exactement. Enfin. Oui, on voit, c'est quand même assez navrant, et je crois pas seulement pour la société civile, mais pour la majorité de la population, pour la masse critique, de voir les politiciens se frotter déjà les mains sur qui sera le Premier ministre, qui seront les ministres, même si ce sera un mandat court, etc. On voit déjà vous avez commencé avec ça, avec les différentes interprétations de cette décision. On voit déjà des requêtes par rapport aux députés qui ont tourné la veste, etc. C'est la politique politicienne vraiment de bas étage. Et on aimerait surmonter tout ça et passer à autre chose. Et comme je le disais, le temps est court. Il y a encore l'opportunité de rectifier la loi électorale, mais personne ne parle de ça. Il y a le temps encore même de peut-être renforcer la CENI, négocier des financements internationaux, etc., pour que les élections soient vraiment à la hauteur. Mais personne ne s'occupe de ça. Ils sont plutôt en train de tous se positionner pour qui va devenir ministre, etc., pour les 3 mois qui vont venir. Paraît-il, ça marche déjà. Oui. Exactement. Et on en est fatigué. Hein. On aimerait passer à autre chose. Par rapport donc toujours aux décisions de la Haute Cour constitutionnelle, tout dernièrement, la Haute Cour de justice, elle est là maintenant. On a attendu 4 ans, mais voilà, elle est là. Elle sert à quelque chose maintenant là ? Elle sert toujours à quelque chose. Bon, la Haute Cour de justice est la seule cour qui peut juger donc le président de la République, et ainsi que, il faut pas l'oublier, les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle lui-même peuvent être tenus responsables donc devant cette Haute Cour de justice. Mais juste pour nous rappeler à nous tous, la Haute Cour de justice est prévue par notre Constitution depuis presque l'indépendance. Mais elle n'a jamais été mise en place justement parce que elle est la seule capable donc de juger les personnes que je viens de citer. Et c'était en 2010, avec le vote de cette nouvelle constitution, que on a essayé de forcer le président de mettre en place cette institution dans un délai donné. Il l'a pas fait. Et comme vient de dire la Haute Cour constitutionnelle, il y avait des raisons techniques. Par exemple, il n'y avait pas encore de Sénat avant 2015, etc. On comprend tout ça, mais que déjà depuis mars 2017, il aurait pu mettre en place cette Haute Cour de justice et il ne l'a pas fait. Maintenant, elle est là, comme vous dites, effectivement, et je pense que les gens qui sont là resteront, même s'il y a un changement de gouvernement, à l'exception des présidents de cour, s'ils sont remplacés entre-temps. Mais dites-moi, c'est comment la sélection pour être membre de la Haute Cour de justice, étant donné que, au niveau magistrature, on sait déjà par rapport aux institutions y afférentes, mais les autres, si on parle de Sénat, si on parle de l'Assemblée... Oui, donc, non, la Haute Cour, c'est directement dans la Constitution que c'est précisé qu'ils sont les 11 membres qui la composent. Et sur les 11 membres, il y en a 5 qui sont des magistrats, des présidents de cour. Donc, en fait, cette cour, elle n'est pas amenée à siéger 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Elle est amenée à siéger seulement quand elle est saisie.
en fait. Mais il fallait quand même sortir le décret donc de nomination des députés titulaires, des sénateurs titulaires et des membres du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit qui vont siéger quand elle est saisie. Et cette cour, justement, elle devrait même pas avoir un immeuble, enfin des infrastructures physiques, ni même des indemnités de fonction, exactement, parce que c'est une cour qui seulement, vraiment, en toute démocratie, devrait être saisie que vraiment dans des moments extraordinaires, très graves. Pas à tout bout de champ, mais quand il y a vraiment une situation extrêmement grave. Avant de quitter nos histoires de textes et lois, selon Saoud Rabien Arif, après l'élection du président, est-ce que le futur président, pour ne pas tomber dans le même impasse, doit revoir avec le peuple la constitution entière de Madagascar? Oui, je pense effectivement, et même si en 2010 il y a eu des tentatives de consultation nationale dans les régions, dans les provinces, etc. sur cette constitution, moi j'admire beaucoup l'exemple de l'Afrique du Sud qui sortait de l'apartheid. La majorité de sa population, 80% de la population, imaginez, n'avait jamais voté, n'avait jamais participé à la vie publique démocratique. Et donc ils ont mis un effort de 3 ans pour faire le travail pédagogique auprès de la population, où les membres de l'Assemblée constituante, donc les députés, étaient forcés d'aller expliquer la Constitution au peuple de leur district. Et ce serait, je pense, un bon exercice non seulement pour notre peuple malgache à nous, mais aussi pour nos députés et nos politiciens, qu'ils prennent connaissance du contenu même de la Constitution. Donc, j'aurais espéré que dans les différents programmes des différents présidents, ils incluent leur position par rapport à la Constitution. Qu'ils disent, quand je serai élu, on va faire un référendum constitutionnel, mais on va prendre le temps de 3 ans pour bien expliquer ce qui est proposé, bien écouter la société civile et autres, cette fois-ci. Et comme ça, la personne qui est élue, s'il l'avait inclus dans son mandat, aurait donc la légitimité de présenter cette réforme constitutionnelle. Notre Constitution est copiée-collée. C'est terrible de le dire, mais c'est copié-collé de la Constitution française de 1958, qui était d'inspiration Charles de Gaulle. Charles de Gaulle était un militaire. Il n'était pas vraiment un démocrate. Il était allergique aux politiciens. Et c'est pour ça qu'il a mis en place le système bicaméral dans l'exécutif. Il y a président et premier ministre. Déjà, ça crée une zizanie. Beaucoup proposent déjà à Madagascar que le chef de l'État devrait être le chef du gouvernement. Il l'est presque, de toute façon. Faisons ça. Deuxième chose, c'est que Charles de Gaulle était allergique au Parlement et donc il a limité l'action parlementaire à 2 sessions ordinaires par an de 60 jours, ce qui fait que le Parlement ne siégeait pas toute l'année. Maintenant en France ça a évolué, il siège toute l'année et on n'est pas obligé d'attendre le mois de mai ou le mois d'octobre pour faire passer une loi. Et la troisième chose, c'est que le président de la République a trop de pouvoir de nomination, y compris pour tous les présidents de cour à Madagascar. Et il n'y a pas de système où, une fois qu'on est président de la Cour suprême, par exemple, on est inamovible pendant 10 ans, par exemple. Ici, c'est un nouveau président, il change tous les présidents de cour, et comme vous avez vu, la Haute Cour de justice sera tout de suite peuplée par les présidents de cour nommés par le nouveau président. Donc, il y a cette question de décentralisation, elle doit être constitutionnalisée, vraiment noir sur blanc. X% du budget passe aux collectivités décentralisées, genre de choses comme ça. Donc, il y a lieu de revenir sur la Constitution. Espérons que les différents candidats auront ce volet-là dans leur programme. La vie continue. Et on voit déjà une certaine
perspective, de vision aussi surtout, aller de l'avant et surtout cette rage de vaincre cette pauvreté qui fait très mal d'ailleurs. Et puis des mots ont surgi, émergence, autant de part et d'autre, mais là il y a eu tout dernièrement dans la capitale, on a reçu l'IEM, Initiative Émergence Madagascar, et d'ailleurs vous avez participé. Votre appréciation d'abord de l'IEM en soi-même? Oui, enfin, mon appréciation n'est peut-être pas de l'IEM en lui-même, parce que ça, c'est une institution, hein, c'est un think tank, pratiquement, donc, un groupe de réflexion sur le programme éventuel de Andrade s'il se porte candidat. Mais le forum, c'était un forum international, c'était une conférence internationale de très haut niveau. Et je visite beaucoup de conférences en Afrique, très souvent. Et les conférences auxquelles j'ai assisté tendent à être un peu panafricaines. On parle des mêmes sujets, mais au niveau panafricain. On a fait ceci au Gabon, on a fait ceci au Sénégal, etc. Et il y a l'émergence partout, je dois dire. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais que cette conférence internationale qui a eu lieu à Antananarivo était vraiment avec des techniciens internationaux de très haut niveau, et pas pour me vanter, mais aussi des techniciens locaux. Qui maîtrisait la matière, et la discussion était passionnante, elle était excellente sur les différents thèmes qui ont été proposés. Malheureusement, il y a donc cette connotation politique à cause de l'IEM qui était l'organe organisatrice de la conférence, mais tous les panélistes étaient des indépendants qui ne sont pas membres de l'IEM, à quelques exceptions, hein, et ils l'avaient annoncé dans la cérémonie d'ouverture, lesquels des panélistes, et c'était surtout les modérateurs, étaient déjà membres de cette institution IEM, Initiative pour l'émergence de Madagascar. Et j'y ai participé, moi, c'est vrai, je suis membre de la société civile, mais ça c'est un parmi plusieurs chapeaux que je porte, et j'y ai participé parce que je crois qu'on doit justement sortir de ces discussions sur la décision numéro 18 de la HCC et passer au concret sur qu'est-ce qu'on va faire à Madagascar pour sortir de la pauvreté. Nous avons tous le même objectif, vous l'avez cité, c'est sortir de cette pauvreté accablante. Mais le chemin pour y arriver devrait être différent pour les différents candidats. Et donc, les discussions comme ça va servir sans doute à nourrir l'élaboration du programme de Andrade, mais ce n'était pas l'atelier pour élaborer le programme, hein. C'était juste pour discuter quelles sont les best practices, comment les autres pays y font face, et dans mon cas, c'était discuter quelle est la réalité à Madagascar, parce qu'on ne veut pas seulement copier-coller ce que les internationaux nous disent de faire. On veut adapter au contexte malgache. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la conférence vraiment enrichissante, et c'est dommage que tous n'ont pas pu y participer. Il y en a beaucoup qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient peur de la connotation politique, et c'est dommage parce que il faut une masse critique de malgache pour la mise en œuvre de n'importe quel programme. Et cette masse critique, elle doit comprendre les méfaits de la corruption, les méfaits de la mauvaise gouvernance, l'importance d'attirer les investisseurs, l'importance de la stabilité, etc. Sans doute aussi, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir ça à Madagascar, et même si on reçoit à Madagascar, ce sont les autres qui font pour les Malgaches, mais là c'est Malgache au Malgache, de compte fait, qui a organisé la chose pour les Malgaches. Mais c'est peut-être une culture aussi à instaurer, ces échanges dans les universités, pourquoi pas, ou ailleurs. Mais dites-moi, bonne gouvernance, c'est un mot que vous avez formellement bien défendu et expliqué comment y arriver, non? Oui, alors la question de la gouvernance, elle va au-delà de la lutte anticorruption, hein. Il y a une tendance à penser que gouvernance, c'est
la lutte contre la corruption. C'est vrai que c'est un élément, mais il y a gouvernance économique, comme je viens de citer, est-ce qu'on veut attirer les investisseurs étrangers ou pas? Est-ce qu'on veut favoriser l'industrialisation? Dans ce cas-là, laquelle? Si on veut faire mettre l'énergie, l'électricité dans tout Madagascar, par exemple. Ça, c'est de la gouvernance économique. Il y a aussi la gouvernance institutionnelle ou politique, comme je disais, comme la décentralisation, comment on va le mettre en place, etc. Donc, il y a tous les panels, il y avait un élément en gouvernance, ressources naturelles, gestion des mines, de la pêche, etc. Il y a un aspect gouvernance à tout à Madagascar. Mais effectivement, notre panel s'est focalisé surtout sur les institutions, surtout l'administration et sur la question de la corruption. Alors moi, j'ai proposé lors de cette intervention qu'on sorte du cadre code pénal, parce que la loi anticorruption, c'est un sous-élément du code pénal. C'est punitif, c'est la punition, on court après les mauvais. Et on doit courir après les mauvais, il n'y a pas de doute. Et il y en a beaucoup, vraiment les crapuleux, je disais, qui doivent être mis en prison. Mais il faut aussi qu'on change carrément le mode de vie, le way of life malgache, qui est devenu très corrompu. Et ça, c'est une question économique, une question d'incitation. Il faut redorer le blason de l'administration. Il faut réintroduire la notion de servir le peuple, de service public. Donc c'est beaucoup plus large que juste la loi anticorruption. Et comme justement Richard Boucher, qui était un panéliste international avec moi, disait que l'OCDE avait compris il y a longtemps qu'il ne s'agit pas seulement de punition, mais de prévention, d'incitation, de changement de comportement. Et c'était ça le message surtout, c'est quand on parle gouvernance, regardons au-delà de l'anticorruption. Il faut continuer l'anticorruption, mais c'est peut-être pas le plus important, c'est plutôt comment servir le public, comment faire un service public efficace pour la population, pour nous sortir de la pauvreté. Cette semaine, c'est la fin du mois de mai, et puis c'est le premier semestre aussi, donc qui est terminé. On saura la suite par rapport à ce qui nous est cher ici au pays, c'est les élections crédibles et ouvertes à tout le monde aussi, mais surtout dans la sérénité, et que la société civile se retrouve aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci beaucoup, Prisca.